Et salut les rôlistes. J'enchaîne avec une petite découverte de Karasujo ensemble puisque les aventures de Misaki Ruriko vont continuer à Karasujo. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder ensemble ce qu'il était dit sur Karasujo dans le livre de base. Donc là j'ai le PDF avec moi. On va pouvoir découvrir un petit peu ce qu'est Karasujo, cette ville assez importante dans l'univers de l'Empire des Cerisiers. Donc Karasujo, le sommet de la passe du Corbeau, vous pouvez voir la carte ici réalisée par Olivier Sanfilippo, avec plusieurs points d'intérêt: le tombeau de la reine, le sanctuaire des corbeaux, l'enclave du sommet, le nid, qui est un donjon et le cœur du complexe seigneurial et militaire de Shirokarazu, les deux ailes qui sont des annexes militaires du complexe, la passe du corbeau, l'auberge des plumes noires, donc une auberge, ça peut être intéressant pour nos aventures, les deux amants sacrés, donc ça, les deux amants sacrés de mémoire, c'est les euh, 8, c'est où 8? Ouais, c'est ça, c'est les deux pierres, les deux roches de dieux qui ressemblent à des têtes de corbeaux. Euh, L'auberge des quatre vents, le sanctuaire, le fortin du septentrion et l'onsen du corbeau. Très bien, donc ça c'est la carte, on y retournera peut-être après. Pour l'instant on va lire un petit peu ce qu'il est dit. Donc Karasujo, situé au cœur de la passe du corbeau, la forteresse de Karasujo veille aux allées et venues sur l'une des rares routes qui traversent la chaîne de montagnes de Ryushima d'est en ouest. Aux mains de la famille Karatsu depuis aussi loin que se souviennent les habitants du cru, le château n'est jamais tombé, malgré sa position hautement stratégique. Donc ça doit être difficile de le prendre d'assaut, ce château, à mon avis. Les tentatives n'ont pas manqué et aujourd'hui encore les seigneurs des provinces voisines regardent d'un œil envieux la mainmise qu'exercent les Karasu sur la passe. Donc potentiellement, Ruriko, elle peut peut-être trouver des alliés à Karasujo pour affronter ce nouveau seigneur samouraï qui a pris un peu le contrôle de sa ville. Euh, En plus de son rôle militaire et stratégique, Karasujo joue aussi un rôle essentiel dans le transit des marchandises qui passent d'un versant à l'autre de la chaîne montagneuse par voie terrestre. La passe permet un gain de temps considérable en dehors des périodes hivernales, donc c'est sûrement bloqué par les neiges pendant l'hiver, et évite de devoir contourner toute l'île. La famille Karasu fait ainsi d'importants bénéfices financiers grâce aux taxes et aux péages qui parsèment la route jusqu'au col. En effet, dès que les neiges fondent au printemps et que la passe est de nouveau ouverte, on sera exactement à cette période-là quand on reprendra la partie avec Ruriko, le flux des caravanes marchandes et des voyageurs reprend de plus belle. Ainsi, au pied de Karasujo s'est développée une petite agglomération active où l'on compte de nombreuses auberges et autres relais, ainsi que des commerces vendant tout ce dont pourraient avoir besoin les voyageurs. Karasujo est aussi un lieu étonnant avec ses deux énormes fragments qui peuvent faire penser à des sortes de crânes de corbeaux géants, donc c'est ce qu'on appelle des fragments des dieux, probablement d'anciennes divinités disparues. Les deux amants, comme on les nomme ici, constituent un important lieu de culte local, donc c'est vraiment quelque chose qui est vénéré. Tourné vers la vénération de l'astre solaire, il n'est pas étonnant de voir que le sanctuaire du corbeau, posé sur le sommet des fragments, est dédié principalement à la figure divine de Yatagaratsu, le corbeau divin. Un autre endroit particulier est situé en surplomb de l'agglomération. La majorité des voyageurs n'y prêtent guère attention, mais les habitants de Karasujo considèrent ce lieu sacré avec respect et crainte. Ils le nomment le tombeau de la reine. Donc en effet, si je vais en arrière, le tombeau de la reine, c'est ce qu'on voit en 1 là tout en haut à gauche. Il s'agit d'une antique structure marquée d'une imposante arche de pierre close par une porte massive. Elle est aussi taillée, semble-t-il, dans la pierre. Les seules informations disponibles sur ce que renferment les lieux sont fournies par les nombreuses gravures qui parsèment les arches et la porte, représentant une cité macabre que survolent de nombreux tengus en armes. Là, on commence à parler des tengus. Au centre des gravures, la cité est dominée par une imposante figure féminine au visage terrifiant et à l'apparence très proche des tengus. Certains pensent qu'il s'agit du tombeau de la reine Amanozako, la mythique souveraine des Tengus et fille de Susanoo, le dieu disparu. Mais parmi les anciens les plus érudits, il se murmure qu'en réalité, cette porte serait l'une des entrées menant jusqu'à la légendaire cité oubliée de Kurushimi, la mythique gardienne des portes du Yomi-no-Kuni, donc le royaume de la mort, on va dire. Donc ça peut être intéressant, ça peut être aussi euh, cette partie solo pourrait se diriger un petit peu vers le Yomi no Kuni et peut-être cette épée ancestrale serait un petit peu liée au Yomi no Kuni, on ne sait pas. Ainsi, rares sont ceux qui approchent la porte en dehors des célébrations qui visent à s'assurer qu'elle reste fermée et à apaiser l'esprit d'Amanozako. Très bien. Les gardiens du tombeau de la reine. Un petit groupe de Tengu vit depuis toujours dans la cité, donc les rumeurs dont elle a entendu parler vont être fondées. Ils ont pour mission de se mêler à la population et de veiller sur l'intégralité de la porte du tombeau de la reine. Donc ils ont une mission sacrée, s'assurer que ce tombeau reste fermé et que cette porte reste fermée
Donc on peut en déduire que cette porte est vraiment un passage vers le Yomi no Kuni. En effet, comme certains le soupçonnent, il s'agit, c'est écrit juste après, pardon. En effet, comme certains le soupçonnent, il s'agit d'une porte qui permet de rejoindre la légendaire Kurushimi. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais tenté de franchir la porte et il se peut que les Tengu aient quelque peu relâché leur vigilance. Est-ce que la prophétie de l'araignée n'essayerait pas de rentrer par cette porte? Peut-être grâce à l'épée ancestrale qui pourrait ouvrir ce portail. On ne sait pas, peut-être. Parmi la petite communauté Tengu, certains se sont mêlés à la famille régnante et ce depuis des temps très anciens. Les Karasu sont en effet une famille d'un ancien clan local qui a rejoint tardivement le camp de l'empereur Nanda lors de ses campagnes de pacification de l'archipel. Initialement adorés tels des divinités, les gardiens du tombeau se sont au fil des siècles fondus dans la population locale. C'est super intéressant, donc il y a que 2 pages, mais je crois, la suite c'est Kurushimi, donc il n'y a que 2 pages, mais il y a déjà pas mal de choses à faire, c'est une grande ville, on peut imaginer plusieurs milliers d'habitants aussi, hein, voire peut-être un peu plus. C'est vraiment dans des passes montagneuses, donc le décor est assez particulier. Et il y a des Tengu, donc peut-être une opportunité pour Ruriko d'apprendre à manier à manier le sabre, à manier le katana de façon un petit peu, plus efficace, on va dire. Et du coup, là-dessus, j'ai envie de dire, on peut aussi se renseigner sur les Tengu. Donc de mémoire, je vais aller voir je vais aller voir là, je pense qu'il y avait un truc par rapport au yokai quelque part. Et je sais plus où c'est. C'est peut-être Mononoke, donc page 160. Les Kitsune, les Bakeneko, les Tengu. Très bien, les Tengu. On dépeint les Tengu comme des yokai ou des kami disposant de serres, de becs, de plumes, voire d'ailes. On leur prête la capacité de changer d'apparence à l'instar des Kitsune pour adopter une allure humaine. Ils conservent néanmoins un long nez caractéristique de leur apparence. Contrairement à ce que pensent certains Sakurajin, les Tengu ne sont pas d'anciens esprits humains transformés par leur vice à leur mort. Il semble s'agir d'une espèce à part entière, comme les autres types d'esprits animaux. De nombreux Tengu se sont depuis toujours mêlés aux populations urbaines. On en trouve plusieurs à Sakura-Kyo. Sakura-Kyo, c'est la capitale. Les Tengu vivent bien plus longtemps que les humains et se passionnent souvent pour les activités intellectuelles et martiales. On leur prête de nombreux pouvoirs magiques ou capacités extraordinaires. Toutefois, la majorité des Tengu prospèrent à l'écart de la civilisation. Ils préfèrent la tranquillité des sombres et anciennes forêts ou les pics et montagnes dont ils sont souvent les protecteurs. On dit à ce sujet que l'immense montagne sacrée Kaminari-san abriterait une communauté cachée de Tengu, laquelle veillerait sur le mont. Ils seraient les détenteurs d'anciens secrets et savoirs que beaucoup semblent rechercher. À ce jour, en dehors de quelques fous excentriques, personne n'est en mesure de dire où se trouve ce sanctuaire du mont Kaminari. Les Tengu sont plutôt considérés avec bienveillance par la population, mais de sombres histoires existent aussi à leur sujet. On les associe alors à des démons cherchant à semer le chaos et à assouvir leur vengeance, ainsi qu'à leurs frères maléfiques, les Kotengu. Donc les Kotengu, de mémoire, c'est un peu dans le royaume des morts, un peu des gardes, en tout cas dans la cité dans la cité dont on parlait juste avant, qui permet d'aller au Yomi no Kuni. Enfin, pour ne rien arranger à leur réputation, les Tengu rendent hommage à leur reine ou déesse, la terrible Amanozako, fille du kami Susanoo. Et ensuite, il y a un Tengu typique, connaissance des yokai plus 3, déguisement, épée, méditation, rite élémentaire, maître des lames plus 3, certains grands Tengu ont été des sensei. Le sanctuaire, cet avantage permet au Tengu de bénéficier de plus 3 lorsqu'il manie une épée. Ouais, donc ça pourrait être un avantage que Ruriku pourrait apprendre petit à petit, mettre des lames plus 1, plus 2, plus 3. Ça pourrait être intéressant. Donc je pense que Misaki, elle va passer du temps dans Karasujo, hein, à mon avis. Et je pense qu'elle va sûrement rencontrer les Tengu. Donc dans l'épisode d'avant, hein, elle a réussi à atteindre Karasujo après avoir affronté quelques mercenaires qui étaient à sa recherche. Elle les a mis KO grâce à ses techniques de combat à main nue de Miko. Et à Karasujo, dans l'épisode suivant, elle va enfin peut-être rencontrer des Tengu. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une petite ellipse avec du temps qui passe. D'abord, il faudrait peut-être qu'elle rencontre, qu'elle ait des contacts, mais peut-être qu'elle fera des alliances avec les seigneurs, on ne sait pas, on verra. Mais voilà, elle va sûrement rencontrer des Tengu, apprendre à se battre, et donc ça peut être intéressant d'avoir une petite ellipse pour traduire ça et dépenser des points d'expérience et augmenter ses champs et ses spécialités, notamment
notamment son champ Bushi et sa spécialité katana. Sachant que j'avais complètement oublié, mais elle a déjà +2 au maniement des épées, +3 pour intimider, faire peur, impressionner lorsqu'elle parle des esprits. J'avais zappé ça. Ennemi puissant, donc ça c'est oui, hein, c'est pour ça qu'il y a tout le temps des gens qui... Ok, j'avais oublié ses avantages, donc en fait elle est aussi forte déjà au sabre qu'à main nue. Mais elle s'est très bien débrouillée à main nue pour affronter ces mercenaires. Donc voilà, une petite découverte de Karasujo. On continuera cette partie dans l'épisode suivant. En tout cas, voilà, elle va découvrir Karasujo. N'hésitez pas à mettre un pouce, un petit commentaire, tout ça. Et je vous dis à très bientôt dans l'épisode suivant pour la suite des aventures de Ruriko. Salut, salut!